préalable, je voudrais poser une question à Clément Blanchet, puisque c'est un projet d'OMA. OMA est associé au nom de Remcolas, et je pense que c'est utile pour nos auditeurs et pour tout le monde d'expliquer la relation de Remcolas à OMA aujourd'hui. Alors, OMA, c'est une structure qui a plusieurs associés et qui s'occupe de plusieurs continents. Et la présence de REM est du coup liée à une conscience collective et je dirais, à une culture commune, mais n'est pas impliquée dans l'ensemble des projets qu'il procure. Donc du coup, il y a une sorte de connivence et intelligence entre les différents acteurs. Et donc, voilà, je suis l'associé qui a conçu et qui va développer, donc, d'ailleurs, qui est en construction le projet de la bibliothèque, si ça répond un peu à ta question, Frédéric. Eh bien, ça y répond, je pense, en partie en tous les cas. Mais je te laisse présenter donc ce projet dans son territoire. Alors, ce qui est très important, c'est qu'en fait, on m'a posé la question comment présenter la bibliothèque dans le cadre d'un projet urbain. Et finalement, la réponse était assez simple pour moi, puisque le projet de la bibliothèque est un projet de ville en tant que tel. Je vais essayer de l'expliquer. Il essaye de traiter à égalité le passé, le présent et le futur, avec une dimension finalement d'ancrage sur un grand territoire. Ce grand territoire, c'est naturellement cette petite tache rouge qui est à proximité, mais en même temps qui est assez loin de la mer. Et la question dans le cadre du concours, c'était d'imaginer un devenir ou un avenir autour de ce territoire industriel qui n'était pas forcément une conscience immédiate de devenir urbain. Et donc cette pastille rouge, elle est à l'articulation finalement de plusieurs territoires, naturellement de la vieille ville, naturellement des grands développements, de la nature. Et du coup, c'est un peu une situation de projet qui est à l'articulation donc d'un passé et d'un futur. Donc quand on se pose la question et quand on regarde un peu le passé de Caen et ses démolitions, euh, le territoire de la bibliothèque, c'était finalement un pionnier, entre guillemets, de pouvoir justifier d'un devenir. Et j'avais imaginé du coup l'action peut-être la plus primitive de deux axes qui se croisent, un peu comme une sorte de... Voilà, on pose un lieu, on crée un lieu, et ce lieu va essayer d'agir et de définir des connexions à l'échelle du patrimoine canet et en même temps à l'échelle d'un développement économique et d'une mise en perspective urbaine. Donc à la suite de la guerre, naturellement, il y a eu un principe générateur, on pourrait même parler d'urbanisme générique, qui a colonisé finalement le bassin et en a créé une certaine rectitude, un certain alignement. Et pour moi, le site, c'était important de l'imaginer non pas comme un îlot urbain, comme d'ailleurs le cahier des charges du concours le suggérait, mais plutôt comme une articulation historique entre un bassin très linéaire et cette pelouse qui était du coup un lieu ou une pièce au bénéfice de la bibliothèque. Pour nous, c'était une sorte de réflexion commune entre la nature et la culture. Et en même temps, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait peut-être être assez contextuel, puisqu'on se rend compte qu'il y avait pas mal de plans croisés, et on pouvait justifier une contextualisation. Mais cette contextualisation, elle était intéressante puisque le projet essaye de s'ancrer sur le grand territoire, le grand paysage, en venant justement chercher l'abbaye aux dames, l'abbaye aux hommes, les nouveaux développements à l'est, la gare au sud, qui est quand même un grand acteur et qui va développer le futur. Donc finalement, c'est une sorte de situation pour un devenir qui cherche à dialoguer. Donc le projet en tant que tel, avant de parler de programme, puisque finalement il y a une grande coercition entre le programme de la bibliothèque et ces deux axes qui se croisent, viennent générer 4 poches de ville et offrent du coup une sorte de situation à dialoguer. Si on parle un peu du processus, c'est sûr que cette tache rouge, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que ça doit être un acte isolé? Est-ce que ça doit être un acte finalement centré? Est-ce qu'on doit s'inspirer d'une industrie locale?
Est-ce qu'on doit finalement commencer à penser que le bâtiment va chercher des liens? Et au fur et à mesure, on s'est posé la question et on s'est dit, finalement, le grand paysage, c'est peut-être une plateforme commune, qui serait détachée du sol et qui regarderait le paysage et qui serait vue comme une pièce unique. Cette pièce unique qui devra, du coup, ancrer plusieurs axes du territoire. Donc la bibliothèque, c'est en effet un filtre. Et en termes de méthode, ça c'était donc le cahier des charges du concours qui nous disait vous devez tenir les angles. Vous devez tenir les angles de ce projet. Et donc la première démarche était je prends le programme, je positionne les hauteurs limites, j'en définis cette plateforme unique, et un peu comme à l'image de cette référence, je viens sculpter, ou je viens, travailler la forme de l'architecture pour justifier de grandes échelles et en même temps de dialogue. C'est vrai que quand on se pose la question de qu'est-ce qu'un tribunal de grande instance, qu'est-ce qu'une bibliothèque, qu'est-ce qu'une cathédrale, on a souvent, même dans le cadre des écoles, on a souvent une conscience collective d'une architecture existante et quelque part, notre bibliothèque, on cherchait justement à ce qu'elle dialogue et qu'elle soit du coup dans un dessin EIN commun entre la ville et l'architecture. Donc finalement, la bibliothèque, c'est une résultante d'un dialogue entre la ville et l'architecture qui crée ce lieu commun, qui crée cette pièce unique avec une cinétique très transparente, très démocratique, une pièce pour tout le monde. Alors cet objet, finalement, c'est naturellement ce vide central. Et en même temps, c'est la définition donc de ces 4 poches. Une poche qui va vers le parc, une poche qui va vers le bassin. À l'époque, j'avais proposé un pont, mais qui n'a plus lieu. Une aile peut-être plus logistique, une aile plus proche de, je dirais, la représentation. Et en même temps, on était quand même tenté, enfin j'étais tenté de dire on peut peut-être continuer l'exercice. Mais cet exercice, il est aussi beau quand c'est coupé. Donc finalement, le dialogue, il pourra quand même exister et une certaine présence continuer. Ce bâtiment, il a aussi comme objectif d'être lisible et en même temps d'être toujours présent pour que les gens reconnaissent cette pièce. Donc on imagine un éclairage ambiant au cœur du dispositif. Et ayant parlé du projet urbain, je vais continuer de parler du projet urbain, mais en accordant une place plus proche de l'architecture, puisque je vais essayer de vous expliquer comment j'ai traduit le schéma programmatique initial qui était celui-ci, c'était de dire comment faire 4 bibliothèques avec des passerelles. Ces passerelles feraient les connexions des connaissances entre ces 4 polarités. Donc à un moment donné, j'ai imaginé comment faire avec ces 4 petits blocs. Ces 4 petits blocs, finalement, il faut les relier. Et en les relayant, j'ai traduit du coup le schéma initial du programme en disant plutôt que d'avoir 4 bibliothèques en ayant une succession de passerelles à l'infini qui peut-être réduirait les interactions et les coercitions, j'ai imaginé du coup plutôt 2 ponts. Et ces 2 ponts finalement relaieraient le lien d'une zone de confluence, un lieu commun entre les 4 connaissances, donc les 4 bibliothèques. Du coup, on définit cet espace 3-dimensionnel de la connaissance et on en définit du coup un schéma structurel. On vient porter la connaissance. Donc là, c'est un schéma qui montre les grandes portées de 90 mètres entre les 4 noyaux de la bibliothèque. Au-delà de ça, la traduction du programme, c'est naturellement comment avoir ce lieu séparé du sol, et je vais vous en parler brièvement. Là, c'est une axonométrie qui parle finalement du fonctionnement, avec un rez-de-chaussée qui a en effet comme objectif d'être traversé et traversant. Il y a un petit bruit, je ne sais pas, mais c'était pas grave. Dans un instant, donc, on traverse la bibliothèque avec un auditorium qui sera du coup vers la pelouse, un restaurant qui s'ouvre sur le bassin, un lieu d'exposition qui s'ouvre sur l'aile qui sera traversée donc avec une voie qui la longera sur le côté. Du coup, le lieu est une sorte de... C'est un lieu possible pour tous. C'est un peu la bibliothèque, c'est quand même le seul endroit où
on peut traverser sans consommer. Donc c'est quand même très intéressant aujourd'hui dans le XXIe siècle. Et au-delà de ça, on vient porter la bibliothèque par 4 angles, et ces 4 angles viennent tenir ce lieu commun, ce grand espace, ce salon métropolitain, où tout sera ouvert et où on pourra parler encore une fois de ville, parce que finalement la ville ici est un lieu perpétuel en mutation, puisque le mobilier sera mobile. Et au tout dernier niveau, on a toute la logistique qui vient porter avec des patios pour un système de ventilation naturelle, et qui vient occuper de manière commode mais aussi opportune la structure dense en métal qui porte la bibliothèque. Donc au niveau du sous-sol, on a l'ensemble du stockage. Premier niveau, accessibilité, avec un escalator pour arriver au niveau principal. Et on voit ici cette transparence et l'arrivée autour de la bibliothèque. Un rez-de-chaussée qui sera traversant et qui aura une attention particulière au niveau du traitement du sol, qui se fera donc avec l'équipe de Michel, et qui sera dans la continuité de cet espace public, avec la possibilité du coup d'avoir un matériel unique qui traverse la bibliothèque, et qui sera du coup une sorte de continuité intérieure-extérieure, et en même temps un rez-de-chaussée qui est très actif, avec ici on voit l'impact du restaurant ou à droite, et à gauche un espace d'exposition qui s'ouvre sur l'aile ouest. Et cet auditorium, il a comme objectif de pouvoir voir le parc. Donc c'est d'une mise en scène avec l'extérieur, en balcon sur le hall à droite. Voilà des images qui sont assez intéressantes, puisque on aura un système de rideaux pour pouvoir venir créer une intimité, et en même temps on pourra voir la connaissance, on pourra voir les gens qui travaillent avec l'extérieur. Il y a une sorte de connivence qui peut s'instaurer avec le paysage, et c'est assez intéressant de voir l'auditorium non pas comme une pièce fermée, détachée de tout autre contexte, et là il est vraiment en dialogue avec son paysage. Et on voit aussi le rapport depuis le hall d'exposition, le hall d'accueil, pardon, excusez-moi. Mais c'est très important cette maquette pour moi, puisqu'elle définit ce vide unique. Alors il y a eu beaucoup d'allers-retours, le poteau, le pas poteau. On est très content, il n'y aura pas de poteau, on va porter cette bibliothèque jusqu'au bout. C'est une prouesse en même temps. Donc on a ce champ, on dégage une centralité, un lieu unique. Et au niveau donc de la bibliothèque, on se rend compte de l'articulation donc d'un chœur, et ensuite d'une scénographie spécifique aux 4 connaissances, aux 4 pôles. Et on voit que il y a une zone de confluence qui sera du coup le lieu commun où les bibliothécaires pourront partager avec un certain mélange, et en même temps de conserver son intégrité par les différentes architectures. On le voit dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il y aura des rues, voilà, il y aura une place, il y aura un boulevard. On va parler et on va utiliser un vocabulaire de ville et une grammaire de ville. Et c'est exactement ce schéma-là qui me semble très important de parler. Quand je vous parle de ville au sein d'un bâtiment, c'est aussi cette relation-là, puisque quelque part, le concept d'implantation du mobilier va définir des cheminements, des liens entre un espace public, un espace privé, une grande place, et quand on parlera du mobilier, on vient le traiter dans cette terminologie. Donc autour de la grande place, on vient chercher les extrémités de la bibliothèque, on vient travailler différents lieux, et en même temps, il y a des cheminements inconnus qui vont se créer au sein de la bibliothèque, et on va venir la travailler de telle manière à ce qu'il y ait cet équilibre entre le formel et l'informel. Donc ça, c'est juste quelques dessins du mobilier. Je reviens toujours à cette image parce qu'elle me dit on va y arriver, et en même temps, elle me dit c'est quand même très important, ce calme, cet espace unique qui est traduit aujourd'hui dans cette image. Cette image, elle a été très importante pour moi, puisqu'en fait, comment faire ce vide ? Comment faire ce vide aujourd'hui quand on est tout technique et on nous demande de faire des araignées pour porter un verre, structure métallique, etc., etc. Et en même temps, la bibliothèque, c'est quand même un lieu démocratique, donc quelque part transparent. Et donc, je voulais absolument réussir cet exercice de cette transparence. Donc, on a inventé un verre qui se déforme,
plutôt que d'avoir des pièces en verre qui viennent supporter ces grands panneaux de verre de 6 mètres de haut, on est venu le déformer, et en le déformant, on vient traduire l'effort structurel, et du coup, on est venu créer une géométrie autoportante qui, du coup, libère la structure. Donc, on est vraiment on va avoir une situation de verre continu, et la bibliothèque aura cette grande continuité vers l'extérieur. Juste quelques images d'un prototype pour vous en donner quelques idées. Voilà, donc c'était intéressant comme processus puisqu'on a fait des allers-retours avec nos équipes d'ingénierie et de conception pour arriver à cette réelle image, c'est-à-dire qu'on ne va pas cacher, on va rendre lisibles les organes de la bibliothèque et tout le monde va voir la bibliothèque. Le soir, elle sera illuminée et elle sera du coup très lisible. Un autre point d'attention, c'est naturellement la question de la performance énergétique. Ce bâtiment n'est pas climatisé à part l'auditorium. On est dans un système de ventilation naturelle, d'accord ? On est dans un bâtiment qui a une épaisseur très contrôlée pour avoir un éclairement extrêmement qualitatif. On a pris les mêmes épaisseurs que Bibliothèque de New York, Sainte-Geneviève, dans les 21-22 mètres, pour avoir justement un espace très, très, très performant. Donc ça, c'est une vue depuis, je dirais, la partie de la grande ouverture. Et enfin, ce schéma structurel. Et un point d'attention, c'est que la ville, elle se fait aussi autour des outils que tout le monde rencontre. Et on s'est posé la question de la place du livre aujourd'hui. C'est-à-dire, quel est le rôle du livre aujourd'hui? Et on a essayé de chercher cet équilibre entre le numérique et le physique, un peu comme à l'illustration de cette image. Et on a inventé du coup un prototype qui est en train d'être réalisé actuellement sur la question du mobilier pour justifier de la présence, je dirais, du livre immatériel et de redonner un lien plus naturel avec le numérique. Donc en fait, un peu comme à l'image de ce que vous connaissez sur Internet, on va avoir une possibilité d'avoir l'information disponible, lisible. Les gens pourront cliquer sur l'objet, lire la préface, enregistrer ou non s'ils veulent découvrir le livre. Donc c'est pas comme s'il y avait une distance trop grande au numérique, et ça nous permettra du coup dans l'échelle du mobilier d'avoir des livres physiques et des livres numériques et d'essayer de justifier de cette présence commune et de trouver cet équilibre donc entre le passé et le futur. Pour réussir ça, on a imaginé un sol avec un système de boîtiers complètement équidistant pour offrir ce champ libre au mobilier, puisqu'en fait, le mobilier peut être cette configuration en étoile, très axiale, si on veut rester très français. Donc là, on le voit dans l'image. Parfois, elle peut être plus insulaire. Parfois, elle peut être mélangée. Voilà, donc on voit les dispositifs de ville qui pourront s'initier. Et comme l'usager prendra place et aussi aura sa présence et sa capacité d'ancrer sa propre connaissance du lieu, on laissera aussi la chance au bâtiment de se constituer. Naturellement, on a essayé aussi d'ancrer la connaissance de la bibliothèque autour de ces 4 pôles. Donc aux extrémités de l'architecture qu'on propose, il y a des lieux qui sont un peu plus intimes, plus finalement détachés de la ville, avec donc des spécialités, donc avec un laboratoire de lecture, un salon littéraire, une salle normande. Et donc le pôle art s'est inspiré un peu de ce silence et en même temps de cette espèce de situation calme, structurante, un peu à l'image de ce qu'on connaît autour des beaux-arts, avec cette idée de pièces plus ou moins collectives, avec différents matériaux, donc on pourra venir travailler, on pourra venir écouter un film, mais en même temps un lieu structuré. Le pôle sciences humaines, lui, s'est inspiré de cette idée que la bibliothèque, c'était peut-être un Wunderkammer, ou une sorte de cabinet de curiosité, et la bibliothèque pourrait être aussi un lieu de support, d'information. Donc j'avais imaginé ce mur qui pourrait être l'incrustation de figures dans un mur de pierre,
ou alors des tableaux, mais aussi des tablettes numériques. Donc c'est un mur pas seulement nostalgique, et en même temps un mur actif qui viendra donc traiter du lien avec la mezzanine en haut, et dedans il y a un escalier qui le traverse. Donc on le voit ici, et on peut imaginer des niches et différents usages autour de cette poche. Un calpinage et l'explication qu'on va pouvoir l'habiter avec une mezzanine, un balcon. On pourra même lui donner liberté à toute densité. Voilà, on offrira vraiment un lieu d'expression. Et on voit qu'il y a déjà des portraits qui sont en attente, donc ça rassure un peu l'ensemble des bibliothécaires. Et pour le pôle littérature, on s'inspire d'une logique un peu du très très grand et du très très petit, mais en même temps de cette idée de la bibliothèque, du bois. Donc on a inventé cette idée de plateau où on va venir lire, le bois sera présent, on pourra poser son coussin, voir le paysage en même temps et donc d'être dans un lieu unique. Là, quelques représentations de cet angle. Pour le pôle sciences et techniques, cette fois-ci, ce qui est très étrange, c'est que je n'ai pas voulu m'inspirer de la technique, mais plutôt de l'homme, et simplement de créer un mur courbe qui sera lieu de projection, et aussi qui aura une certaine transparence, puisqu'en fait, c'est une pièce en métal qui permet justement de voir ce qui se passe derrière. Et les gens viendront s'y asseoir, il y aura une sorte d'usage un peu différent autour du film, comme pas obligation que ce soit un film, ça peut être des messages, c'est pas l'obligation d'un film naturellement. Et enfin, au dernier niveau, on vient accueillir les enfants. En phase concours, j'avais imaginé le restaurant tout au dernier niveau, mais c'était un peu trop exclusif. Donc on a préféré remettre le restaurant au niveau du rez-de-chaussée, et un peu comme un cinquième pôle, l'enfance traverse le champ de connaissances de la bibliothèque pour aller au dernier niveau. Donc les enfants ne sont pas à l'accueil, on les dépose et ensuite on va prendre son livre et profiter de tout. L'enfant traverse la bibliothèque et une sorte d'expérience en amont sur les connaissances. Donc on est venu le mettre tout en haut avec quand même un patio pour avoir un regard sur la bibliothèque principale. Ensuite, on a une batterie de bureaux et le tout autour donc de patios qui agrémentent un éclairement naturel. Et on voit ici encore une fois une connexion visuelle avec l'espace principal de la bibliothèque. Donc ça, c'est des jeux aussi qu'on est en train de travailler sur la signalétique, on est en train de travailler sur le mobilier. Et là, un plan d'étage courant au niveau du R+3, mais quand même avec cette idée que les bureaux sont dans un dialogue permanent avec une qualité de lumière et en même temps, même si c'est encloisonné, une sorte de transparence au regard de l'ensemble du projet. Voilà, donc ça c'est une illustration du projet dans son contexte. Et ce qui est très rassurant, c'est que nous en sommes là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Clément Blanchet. Alors, pour être sûr d'avoir bien compris, il y aura des tables sur lesquelles on pourra cliquer en appuyant simplement avec son doigt pour sortir une référence de livre, éventuellement en lire un petit morceau, mais après on ira chercher le livre dans un rayon classique et on aura un livre sur papier. C'est à peu près le processus qu'on essaye de mettre en avant, puisqu'en fait la bibliothèque est aussi dans un processus de numérisation. C'est un peu le moment idéal de réfléchir à comment transmettre l'information et la traduire. Donc c'est vrai qu'on connaît tous ces iPads qui sont devenus des grandes tablettes, qui sont devenues ces tablettes numériques à l'infini. Et on s'est rendu compte que cette technologie n'est pas forcément affolante ni trop visionnaire. Et il s'agit plus de travailler sur l'interface, je dirais, technique, pour ajuster à cette possibilité. Donc en effet, on est en train d'essayer de mettre en place ce dispositif pour avoir un accueil du livre numérique finalement beaucoup plus simple et lisible. Alors sinon, il y a tout un niveau qui est très important et qui est donc sans poteau, sans peut-être rentrer dans des détails trop techniques, mais
Qu'est-ce qui va être employé comme méthode pour ne pas avoir ces poteaux? Bah, c'est très simple, c'est la logique de pont. C'est-à-dire qu'on est dans une, si tout le monde connaît un peu Eiffel, on est dans une structure finalement pas trop grande prouesse, c'est simplement un exercice qui permet de vérifier les joints de dilatation avec les verres, avec un dispositif très détaillé, très poussé, avec nos techniciens, avec nos ingénieurs EGIS, pour justifier d'une solution qui soit finalement légèrement innovative, mais en même temps très simple. Donc on est dans un dispositif de poutre, on vient porter la connaissance. Mais c'est toi qui avais dit prouesse technique quand même tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit. D'accord. Et pour terminer, peut-être, quel est le rapport qui a existé dans la conception du projet avec ce petit bâtiment qui est là déjà, qui est juste à côté, qui est le pavillon? Quel dialogue va s'établir entre les deux? Alors c'est une bonne question parce que finalement le pavillon, on vient toujours zoomer sur la bibliothèque pour essayer d'être sûr qu'on verra la bibliothèque. Donc non, non, je rigole. C'est ça. Non, non, mais donc en fait, on a fait plusieurs perspectives dans sa programmation. Je pense que ça permettra aussi d'activer le rôle un peu urbain et en même temps le rôle d'interface avec la prairie. Ce lieu sera quand même un dispositif utile, c'est-à-dire que son échelle est très utile. C'est aussi un ancrage d'un passé, c'est un ancrage aussi d'un usage. Donc j'imagine, j'espère qu'il restera avec nous et qu'il sera participatif avec le projet. Et la mise en perspective de la bibliothèque était de justement dialoguer avec tous ces éléments-là en lui donnant une poche, c'est-à-dire que sur le plan initial, c'était que plutôt que d'avoir l'enveloppe globale du bâtiment qui serait un monolithe solitaire, à ce bâtiment, on lui donne la responsabilité de s'ouvrir. Et en s'ouvrant, eh bien, on génère 4 poches. Et ces 4 poches permettent du coup de dire bah, finalement il y a une centralité, on va traverser au cœur du dispositif et on va dialoguer. Et ces dialogues sont en train d'être mis en place, donc du coup avec le traitement des espaces publics, avec le traitement de la nature, etc. Avec cet objectif quand même qu'en étant surélevé, on va lire autour de la nature, on va prendre son livre et on va aller dans la prairie, on va revenir. Donc il y a une sorte de machine qui cherchera à faire de la pratique du livre un dispositif commode. Très bien, ben, on peut remercier à nouveau Clément Blanchet. Et